Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va débuter le cours de psychologie sociale. Donc, moi, je suis Sandy Larose. Donc, je suis enseignant-chercheur et c'est moi qui vais dispenser pour vous le cours tout au long de la session. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un cours que j'ai débuté, que j'ai commencé à enseigner en fait, au cours des années 2013. Donc, j'ai connu de, je dirais, de très bonnes promotions. Il y a eu de très bonnes promotions. Il y a eu même des promotions qui ont été déjà gradués en fait, au niveau du baccalauréat et qui ont déjà leur maîtrise. Donc, pour vous dire que ça fait déjà longtemps que j'enseigne ce cours. Donc, je vous invite vraiment à vous investir dans le cours, à lire le cours et puis à bien aimer ce que vous faites comme étudiant. Donc, parce que vous avez quand même un devoir en tant qu'étudiant de préparer les cours, les sessions, et puis de bien faire vos devoirs, etc. Bon, en fait, bref, c'est un peu ça. Donc, le cours, d'abord, pour commencer, moi, je commence toujours le cours par un débat, sinon, je vous invite à un débat épistémologique sur la psychologie sociale. Ainsi, en fait, j'ai toujours des questions les unes plus pertinentes que les autres à poser à partir de ce qu'on étudie, en quoi on peut le considérer l'étude qu'on fait comme une science. Écoute, la psychologie sociale, qu'est-ce que la psychologie sociale, par exemple? En quoi constitue-t-elle? D'accord? Et en fait, en quoi on peut la considérer comme une science? Donc, quelles sont les délimitations épistémiques de la psychologie sociale. Mais après tout, quand on étudie une science, quand on étudie la psychologie sociale, quand on étudie n'importe quelle science, on est en droit de se demander euh, quel est l'avenir de cette science en Haïti, mais en quoi cette science est-elle utile? En fait, c'est-à-dire tout ce qu'on essaie de stocker comme savoir, tout ce qu'on essaie d'emmagasiner comme savoir, tout ce qu'on essaie de construire aussi comme savoir, est-ce que ces savoirs-là, on peut dire que ces savoirs sont utiles à quelque chose? Et si ces savoirs sont utiles à quelque chose, pourquoi nous sommes dans cette situation que l'on est? Donc, c'est-à-dire, moi, en fait, j'invite les étudiants à se poser ces questions. Donc, qu'est-ce que la psychologie sociale? En quoi est-elle une science et quelles sont ses délimitations épistémiques et épistémologiques? Mais aussi, quel est l'avenir de cette science en Haïti? Mais par-dessus tout, par-dessus le marché, on peut se demander, la psychologie sociale est-elle utile à la communauté et a-t-on fait un bon usage de cette science? Donc, en fait, où en est-on avec cette science dans la communauté haïtienne? Bien. En fait, je crois qu'il y a lieu de parler en fait, d'épistémologie. Quand on parle d'épistémologie, il faut aussi parler de ce qu'on appelle une trilogie épistémique. En fait, ou du moins, genre, il y a trois éléments, on peut le dire autrement, il y a trois éléments fondamentaux qu'il faut mobiliser pour parler d'une science. Et on peut faire cette, cet exercice à partir, en fait, on peut le faire pour la psychologie sociale, on peut le faire pour la sociologie, on peut le faire pour la biologie, on peut le faire pour le droit, on peut le faire pour toutes les sciences, que ce soit les sciences dures, que ce soit les sciences molles. Donc, en fait, on peut se demander quel est l'objet. C'est-à-dire, pour qu'il y ait de science, il faut qu'on commence à se poser la question, quel est l'objet de cette science? Donc, comme vous le savez, Gaston Bachelard, lui, il dit que en fait, dans la formation de l'esprit scientifique, c'est-à-dire pour parler de science, il faut commencer par parler de l'objet. Euh, dans sa démarche, qui est une démarche un peu discontinuiste, on peut dire que en fait, l'objet est,
en fait, la science en fait, se fait en trois étapes. Le fait scientifique est conquis, construit, constaté. Donc, c'est-à-dire, cette étape-là, par exemple, c'est tout ce processus-là qui participe à l'élaboration de ce qu'on appelle l'objet d'étude. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un objet d'étude? Un objet d'étude, on peut le dire de manière simple, un objet d'étude, c'est ce à quoi on est intéressé, ce à quoi les chercheurs sont intéressés. C'est-à-dire l'objet de la psychologie, par exemple, là je parle plutôt de la psychologie, c'est l'étude scientifique de l'esprit humain. Donc, euh, ça peut être aussi l'étude scientifique du comportement humain. Donc, que l'on essaye de définir la psychologie comme l'étude scientifique des processus mentaux, l'étude scientifique du comportement humain. On se situe par rapport à des paradigmes bien définis, d'accord? Le fait que je choisis, le fait que je choisisse de dire, par exemple, si je fais le choix de dire que la psychologie sociale s'intéresse à l'esprit humain, c'est complètement différent de ce que j'avais, de ce que de ce que je disais avant. La psychologie sociale, la psychologie, pardon, s'intéresse au comportement humain. C'est deux postures totalement différentes. Dans ce qu'on appelle, dans la première posture, on voit une dimension intra-psychique, c'est-à-dire l'esprit humain, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le sauter, c'est-à-dire c'est pas manifeste. Tandis que si je dis que la psychologie est l'étude du comportement humain, quand on parle de comportement dans le langage behavioriste, que ce soit avec John Brothers Watson ou avec toute ou Lomé, etc. Donc, en tout cas, tous ces auteurs-là, par exemple, quand ils parlent de comportement, ils voient plutôt ce qu'on appelle quelque chose qui est observable, quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut quantifier, en tout cas, qu'on peut vraiment, en fait, essaie de saisir par les sens. C'est-à-dire, si je dis que lui, il parle comme son père, c'est parce que j'ai en tête en fait, la voix du père, j'ai en tête la voix du fils qui parle comme son père ou de la fille qui parle comme sa mère, etc. Donc, en fait, on peut dire, regarde la façon dont il marche, dont elle marche, sa démarche, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon de rire, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut voir. Mais en amont, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire font que, en fait, ces choses-là qui participent à ce qu'on puisse voir ces choses qu'on voit. Donc, dans cette démarche-là, par exemple, quand on parle, quand on parle de la psychologie, c'est-à-dire il y a deux positions nettement différentes, d'accord? Soit l'on se positionne du côté, on va le dire comme ça, du côté en fait, de la grande école psychanalyse, de la psychanalyse, ou soit on se met du côté, par exemple, de la grande école, d'accord, behaviorale. Bon, euh, que ce soit pour les behavioristes, l'école behavioriste, ou pour l'école de la psychanalyse, c'est-à-dire on a une approche différenciée de la psychologie qui fait que, par exemple, l'on aborde l'objet d'accord, de différentes manières. Bon, maintenant, en ce qui concerne la théorie. C'est-à-dire, on avait dit, par exemple, d'abord, pour parler de science, il faut parler d'abord d'objet. D'accord? L'objet, c'est cette chose-là, c'est ce phénomène-là auquel, d'accord, un chercheur ou un étudiant-chercheur ou quelqu'un qui, d'accord, peut-être, ça peut être un professionnel auquel cette personne s'intéresse. Tandis que la théorie, c'est un ensemble
de discours, c'est un ensemble de concepts qui sont interreliés en vue d'expliquer un phénomène, en vue d'expliquer un fait social, d'accord, ou en vue d'expliquer euh, des choses qui se passent, d'accord? Ça peut être pourquoi les fourmis, par exemple, on les voit de moins en moins en hiver. Donc, ou pourquoi, par exemple, quand il fait plus chaud, on voit les fourmis, par exemple. D'accord? Ça peut être un objet fait dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine des sciences naturelles ou dans d'autres domaines, par exemple. Donc, c'est-à-dire la théorie, c'est-à-dire pour comprendre la théorie, il faut d'abord le situer dans un contexte. C'est-à-dire dans un contexte où l'on peut dire que la théorie, c'est un ensemble d'explications, d'accord, ces explications sont cohérentes et à travers ces explications, toute la cohérence se fait à partir de, 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 de- de- de la connexion et l'interconnexion qu'il y a, qui existe, qu'il y a entre les concepts. Les concepts, d'accord, qui nous permettent de saisir ce qui est intelligible. D'accord? Donc, ça fait deux aspects. Dans la trilogie, on a vu l'objet, on a vu la théorie, mais aussi il y a la méthode. C'est-à-dire, l'objet, on ne peut pas aborder l'objet, d'accord? On ne peut pas construire la science, on ne peut pas construire les connaissances sans la méthode. La méthode permet, d'une certaine manière, que l'on se mette d'accord sur la manière de faire. C'est-à-dire sur la manière de faire. Il y a une manière de faire en sciences sociales qui est différente d'une manière de faire en biologie, par exemple, qui est une manière de faire en mathématiques. Je peux vous donner un exemple simple. Si on veut comprendre euh, pourquoi euh, tel microbe ou telle bactérie ou tel virus, par exemple, évolue plus rapidement qu'un autre virus, par exemple, on ne peut pas faire appel à la sociologie. C'est-à-dire, pour étudier cet objet, d'accord, il faut qu'il y ait des outils, des méthodes qui est propre à la biologie, à la microbiologie, en tout cas à cette science-là. Donc, maintenant, la méthode a pour objet de frayer le chemin. C'est-à-dire, c'est à partir de la méthode qu'on se met d'accord d'où l'on vient et où l'on va. En fait, c'est-à-dire, il y a un point de départ dans la méthode, il y a un point d'arrivée. On explique son itinéraire en tant que chercheur. On dit, par exemple, que pour étudier en fait, la dynamique de ces groupes protestants, d'accord, on va d'abord les adresser, pas à travers un questionnaire, par exemple. Mais pour adresser ce questionnaire, par exemple, comment on va faire le recrutement? On va, par exemple, je ne sais pas, à travers à travers les structures qui sont dans cette église-là, ou à travers, je ne sais pas, un flyer. C'est-à-dire, on explique ce qu'on veut faire. Donc, maintenant, c'est valable pour toutes les sciences. Sauf que, par exemple, on n'a pas tous et toutes la même méthode. Et ceci, même dans les sciences sociales, par exemple. Mais si on peut prendre la psychologie sociale, pour étudier un même phénomène, les chercheurs, par exemple, peuvent utiliser différentes méthodes, en fait, tout dépend de ce qu'ils veulent faire, par exemple. En plus de différentes méthodes, ils peuvent avoir de différentes postures, par exemple. Il y a des chercheurs, par exemple, qui sont pour la méthode ou pour la posture, en fait, hypothético-déductive. Il y en a d'autres qui sont plus inductives. Et même dans l'induction, il y a une manière de procéder en fait, qui peut varier d'un chercheur à un autre. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, c'est-à-dire pour répondre à la question, est-ce que la psychologie sociale est une science? Donc, on peut commencer par dire quel est l'objet de la psychologie sociale. Là, c'est une question que je vous lance, d'accord? Et cette question, vous verrez au fur et à mesure dans le cadre du cours, on va répondre à cette question.
quel est l'objet d'étude de la psychologie sociale? Quelles sont les théories qu'on utilise en psychologie sociale? Et quelle est la méthode qu'on utilise en psychologie sociale ou quelles sont les méthodes qui sont possibles d'étudier en psychologie sociale? Bon, ça nous amène à la définition de la psychologie sociale en soi. Selon Baron et Byrne, la psychologie sociale est le domaine d'études scientifiques qui étudie la façon par laquelle le comportement, les sentiments, les pensées euh, d'un individu sont influencés ou déterminés par le comportement d'autrui. C'est très, très important et c'est ce qui va faire tout l'objet du cours. C'est-à-dire la psychologie sociale, pour faire simple et court, c'est un domaine d'études scientifiques qui étudie le comportement, d'accord? Les pensées, les sentiments, les manières de faire, les manières d'être d'un individu, d'accord? Mais cet individu-là, dans le contexte même des études de la psychologie sociale, cet individu-là, serait influencé. On est toujours, tout le temps, sous l'influence d'autrui. C'est-à-dire, quand quand, par exemple, on est en public, il y a une manière de se comporter, d'accord? Et cette manière de se comporter, par exemple, est fonction des autres. Et ce qui est encore intéressant, ça n'enlève en rien notre agentivité. C'est-à-dire, si j'utilise un terme propre à la sociologie, ça enlève en rien notre agentivité. Ça ne fait pas de nous, en fait, quelqu'un qui n'est pas acteur en soi. Donc, mais non, au contraire, ce qui arrive, c'est que quand on pose l'action toujours en pensant aux autres. Même si ces autres-là, par exemple, on va le voir à travers le cours, ça peut être, comment je peux dire ça? Ça peut être fictif, d'accord? Cet autre peut être fictif, cet autre peut être en fait, de l'ordre de l'imaginaire, mais cet autre existe et cet autre conditionne nos comportements. Donc, je me rappelle en fait un exemple, hein. On se demande pourquoi, par exemple, des gens qui sont parfois dans des espaces, par exemple, dans une douche, d'accord, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, en fait, la personne porte parfois une serviette, et même si la personne est seule à la maison, on a tendance à porter une serviette. On pourrait toujours dire qu'il s'agit des habitudes, mais c'est plus que des habitudes. C'est parce que on est influencé par l'autrui, et cet autrui-là, par exemple, même si cet autrui n'est pas forcément présent, donc, mais cet autrui conditionne, d'accord, notre façon de penser, notre mental. Donc, ça, c'est une première, comment je peux dire ça, définition de la psychologie sociale. C'est-à-dire, c'est un domaine d'étude, d'accord, qui s'intéresse au comportement, d'accord. On va rester pendant un instant sur le mot de comportement, tantôt, les sentiments ou les pensées. Donc, dans cette définition, en fait, les auteurs tentent en fait, tente d'élargir le plus possible la définition de la psychologie sociale pour ne pas le renfermer dans une posture soit un peu psychanalytique ou soit un peu trop comportementaliste. C'est-à-dire, quand on parle des sentiments, n'oublie pas les sentiments, on ne peut pas les voir, d'accord? D'accord? Les pensées non plus, on ne peut pas les voir, mais ça, en fait, on ne peut pas les voir, mais ça, en fait, les pensées, ça s'exprime. Et il y a font, ce qui fait que telle pensée euh, est formulée de telle manière plutôt que telle autre, il y a toujours l'autrui qui est là-dedans et qui est pris là-dedans. Donc, ça, c'est une première définition. Donc, une deuxième définition, on peut la tirer de Serge Moscovici. Serge Moscovici nous dit que euh, la psychologie sociale, ouais, Serge Moscovici nous dit que la psychologie sociale est la science du conflit. Ça, c'est très important à noter. Donc, la psychologie sociale, c'est la science du conflit. Le conflit qui existe en permanence entre l'individu
et la société. C'est-à-dire, entre l'autre et le soi, il y a toujours une tension. Il y a toujours une tension, donc il y a toujours un conflit, il y a toujours des négociations. C'est-à-dire, sans l'autre, comme le dit Harpot, c'est-à-dire, on n'existe pas, on n'est qu'abstraction. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on existe en soi, c'est l'autre. Parce que l'autre est notre miroir qui nous permet de nous voir, qui nous permet de voir l'avenir autrement aussi. Donc, l'objet, en fait, toujours selon Serge Moscovici, de la psychologie sociale, est tous les phénomènes ayant trait à l'idéologie, c'est-à-dire ayant trait à la manière de penser, de se positionner, d'accord, par rapport à ces valeurs, mais ces valeurs-là, n'oublie pas, ces valeurs-là dont on parle là, ce sont des choses qui sont partagées, ok? Là, pour dans telle société donnée, écoute, je peux prendre l'exemple du Canada, par exemple. Donc, en fait, si j'ai ma nourriture, c'est ma nourriture. Donc, écoute, c'est ma nourriture, donc personne ne touche à ma nourriture. Mais dans certaines communautés, par exemple en Haïti, là, jusqu'à présent, on dit manger cuit pas mettre. Et manger cuit pas mettre, ça exprime des valeurs, d'accord, qui caractérisent ces communautés. Donc, tandis que dans d'autres sociétés, c'est différent. Bon, maintenant, euh, en plus de l'idéologie, Serge Moscovici nous dit que l'objet de la psychologie sociale est aussi la communication. C'est-à-dire pourquoi tel leader ou telle personne, quand cette personne parle, quand cette personne dit quelque chose, ça mobilise du monde, plus que, par exemple, si c'était quelqu'un d'autre qui le disait. Donc, pour faire simple, en fait, je ne sais pas si vous suivez les actualités, je sais que vous suivez les actualités sûrement mieux que moi, plus que moi. Donc, la chanson CEO de Wendy, par exemple. Pourquoi, par exemple, une telle chanson, par exemple, arrive à faire, à produire, en fait, arrive à accumuler, d'accord, à accumuler euh, genre 2 millions de vues en 2 jours, par exemple. En fait, en 10 heures, 1 million de vues. Donc, tandis que, en fait, on pourrait demander à n'importe quel professeur des sciences sociales ou je ne sais quoi, de n'importe quelle science en Haïti, en fait, de faire un audio ou de faire n'importe quelle autre chose là qui dure genre 2 minutes ou 3 minutes, tout comme la chanson de Wendy, en fait, de le déposer sur une plateforme et pour qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, 100 000 vues. En tout cas, ça m'aurait étonné. D'accord? C'est-à-dire pourquoi, par exemple, un artiste, comme on dit, pourrait mobiliser autant de monde et tout le monde parle de ça en bien ou en mal, ou pour dire que c'est magnifique ce qu'il a fait, c'est un artiste hors pair, et d'autres disaient que maintenant, là, c'est du n'importe quoi, mais peu importe, on en parle. Donc, c'est-à-dire, la psychologie sociale serait intéressée à savoir pourquoi. D'accord? C'est quel est le niveau de charisme de cet artiste, pourquoi cet artiste mobile, en fait, peut arriver à mobiliser autant de monde donc, dans ses propos, dans ses discours. Donc, c'est important de le questionner. Et maintenant, quand on arrive à ça, c'est-à-dire on arrive à demander aux étudiants de réfléchir sur ce qu'on appelle la communication de masse. C'est-à-dire, c'est qui l'émetteur, c'est qui le récepteur, c'est quoi le code ou les codes de communication, c'est quoi le canal. D'accord? Pourquoi, par exemple, d'autres artistes n'arrivent pas ou ne peuvent pas ou n'arrivent pas encore à mobiliser autant de monde? Pourquoi, par exemple, le silence de cet artiste-là, par exemple, qui n'est pas toujours présent sur la scène, par exemple, et quand il dit quelque chose, ça mobilise du monde, d'accord, ça mobilise beaucoup de monde,
Et puis vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire d'où cet artiste tire en fait, cette puissance de communication. D'accord? Parce que c'est important pour nous hein, qui sommes dans les sciences sociales de comprendre ça. Donc, mais aussi, Serge Moscovici nous dit que, par exemple, en fait, en plus d'étudier la communication, mais en fait l'idéologie, mais aussi leur genèse. D'accord? Ça a commencé quand, comment, pourquoi. Mais également, qu'est-ce qui structure ces idéologies, qu'est-ce qui structure ces phénomènes, d'accord? Et quelle est leur fonction dans la société. D'accord? En fait, je me rappelle aussi, pour vous donner un autre exemple dans la politique, je me rappelle aussi qu'il y avait euh, un, un- un leader politique, vous pouvez me rappeler, d'accord, vous pouvez me faire un rappel là, si je dis une bêtise, qui disait Kral Kouri. Je crois que c'est autour de 2013, 2000, 2011, 2012, en fait 2012-2013. Je m'appelle. Ouais. Je crois que c'était Lambert, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand on allait annoncer si Michel Martelly, en fait, l'ex-président, d'accord, avait euh, la nationalité américaine ou non. Donc, et, écoute, il avait juste il avait juste eu à dire, en fait, si c'est pas Lambert, je m'excuse, mais je crois que c'était Lambert à l'époque, qui, en fait, il avait juste à dire que Pral Goncourt, seulement ça. Et Port-au-Prince était en effervescence. Je me rappelle bien. Port-au-Prince était en effervescence. C'est-à-dire, cette, quelle est cette capacité, comment cet individu a pu avoir une telle capacité de mobiliser, d'accord, du monde ou de dire en fait, une simple phrase là qui peut mettre tout un pays en ébullition. Donc, vous voyez, donc c'est important d'étudier tout ça. Par exemple, d'étudier, par exemple, euh, donc, la capacité de quelqu'un comme M. Jean-Bertrand Aristide, l'ex-président, comment avec ses discours, il arrive à mobiliser, il arrivait à mobiliser du monde aussi. Il arrivait à mobiliser des foules. Donc, moi, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est autant de choses qui pourraient nous intéresser en tant que personne qui étudie la psychologie sociale et puis qui s'intéresse à la manipulation, au pouvoir que certaines personnes ont sur les groupes. Parce que n'oublie pas, en fait, tout l'objet de la psychologie sociale se construit à partir de comment un individu peut influencer un groupe donné ou comment, inversement, un groupe peut influencer un individu. Donc, ça nous amène à un retour vers la psychologie pour mieux comprendre, pour mieux aborder la psychologie sociale. Bon, entre-temps, je vais prendre quelques questions, je vais prendre quelques questions, et puis, avant de revenir à la psychologie.